J'étais enthousiaste, vous savez, quand la saison 1 de Barbare est sortie. On l'avait même intégré au sein d'un épisode de Tueur en série intitulé « Enfin entre nous » où avec Arnaud, on vantait les bonnes séries européennes qui n'étaient pas encore rongées par le wokisme. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et pour ce qui est de la série Barbare, cette fin, ils ont choisi de la faire intervenir dès la saison 2. Dès l'épisode 2 de la saison 2. En un épisode, même si ça se poursuit après, en un épisode, ils ont tout foutu en l'air. Je vais vous expliquer pourquoi, mais autant vous le dire tout de suite, ils sont pas allés avec le dos de la cuillère. Barbarun, cette série de production allemande diffusée sur Netflix et qui raconte l'histoire de l'opposition et de la guerre entre les peuples germaniques et Rome à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. La saison 1 était sortie en octobre 2020, je vous en avais parlé et je vous disais qu'elle était, ma foi, plutôt pas mal. On suivait l'histoire, certes très romancée et largement fictionnelle, d'Arminius, ce chef chérusque qui avait unifié les peuples germains pour affronter les Romains. Arminius avait lui-même été élevé à Rome, mais ses origines germaniques ont petit à petit repris le dessus au point de lui faire rejoindre les siens, épouser la ravissante Thusnelda et les mener à la victoire. Cette victoire, c'était la célèbre bataille de la forêt de Teutobourg, où les Romains se retrouvent débordés de toutes parts et écrasés. On en avait parlé aussi. Malgré quelques défauts et exagérations, notamment concernant cette fascination actuelle pour les barbares, dont je reparlerai, et aussi cette exaltation abusive des femmes guerrières, cette saison 1 était pas mal du tout. C'était pas incroyable, mais je vous la recommandais. Aujourd'hui, avec le recul, et surtout après avoir vu la suite, je vous dirais de laisser tomber, parce que vu ce qu'ils ont fait de la saison 2, ça ne sert à rien de vous lancer là-dedans. Vous allez perdre votre temps, je dis ça pour votre bien. Parce que mes amis, mes pauvres amis, ce qu'ils ont fait à cette série, c'est à la limite du légal, quoi. Je suis sûr que ça tombe sous le coup des conventions de Genève. L'épisode 1, c'est ok, on se remet tranquillement dedans, on suit une nouvelle histoire avec l'arrivée des légions commandées par Tibère pour vaincre les Germains récalcitrants, l'arrivée aussi du frère romain d'Arminius, Flavius, qui veut le combattre pour venger sa trahison. Bref, on se remet dedans tranquillement et tout va bien. Et là arrive l'épisode 2. Ça arrive brutalement. On s'y attend pas, genre, on se dit « Wow, qu'est-ce qui vient de se passer ?» Parce que si la saison 1 nous avait totalement épargné de tout wokisme avec sa diversité imposée et qu'on était enfin content de voir une série historique sur des Germains, avec des Germains à l'écran, désolé, c'est peut-être trop demandé, et bien là, ils ont sonné la fin de la récré. Dans l'épisode 2, on découvre au hasard d'une incursion dans le camp romain la nouvelle femme de Folquin, un des Germains de la bande de la saison 1, ancien amant de Thusnelda. Et là, je vous le donne en mille, Folquin a épousé une Africaine. Ah oui, forcément, c'est totalement logique. Quand j'ai vu ça, parce qu'on nous balance ça au visage comme si de rien n'était, je me suis dit « Ah !» Nous y voilà, ils vont nous expliquer que c'est une genre d'esclave et blablabla, comme, vous savez, dans Vikings Valhalla, avec la Jarl noire de Kattegat. Mais non, c'est pire. Figurez-vous qu'après, lorsque cette femme nous raconte son histoire, elle nous dit qu'elle est carthaginoise, voilà, et que sa famille a été massacrée par les Romains. C'est con, c'est con déjà, parce que cette série, c'est vrai qu'elle avait absolument besoin d'une carthaginoise, sinon elle n'avait plus aucun sens, et elle courait à sa perte de manière certaine. Mais c'est surtout con parce que les Carthaginois n'étaient pas noirs. Ah, c'est dommage ça, c'est dommage, même quand ils essaient de nous refourguer des trucs en tordant la réalité dans tous les sens pour que ça passe, ils arrivent quand même à se foirer. Donc voilà, très bien, soudainement dans cette série sur les Germains, on a la diversité qui vient frapper à la porte. Ok. Mais c'est pas tout. À peine a-t-on eu le temps de nous remettre de nos émotions que là, c'est le coup de grâce. Et cette fois, ils ont fait ça avec éclat. Flavius, le frère romain d'Arminius qui est venu venger sa trahison, eh bien ce cher Flavius dans la série, alors qu'il n'avait rien demandé à personne, ils ont été lui coller une romance homosexuelle avec Marobod, le chef de la tribu des Marcomanns. Le pauvre Marobod, lui aussi, qui est un personnage historique réel, le vrai chef des Marcomanns, lui aussi, il n'avait rien demandé à personne. Mais voilà, paf, c'est gratuit, c'est une balle perdue, parce que là aussi,
Après la diversité imposée qui n'a aucun sens, eh bien, il fallait à cette série sa romance homosexuelle entre deux chefs de guerre, un romain et un barbare. Hein. Sinon, ça allait pas. Ah, le cahier des charges de Netflix, on le connaît par cœur, hein, mais il arrive quand même à nous surprendre encore, nous, pauvres innocents, au moment où on s'y attend le moins. Enfin, c'est vrai, là, il nous avait quand même laissé une saison tranquille, histoire qu'on se mette bien dedans. Et là, dès la saison 2... le couperet tombe. Ça revient à vous servir une très bonne entrée, genre, je sais pas, des petites tartines de pain grillé avec du foie gras et sa petite confiture de figues. Et puis ensuite, en plat principal, bim, on vous balance un curry de tofu aux algues. Bon, fort Netflix quand même. Du coup, malgré l'ambiance, qui est toujours plutôt bonne, même si, oui, c'est toujours les mêmes décors, forêt, camp romain, village de Bouzeux, même si l'intrigue est correcte, même si les Romains sont toujours ultra stylés et qu'ils parlent en latin, eh bien, passez votre chemin, tout simplement. Je vais quand même pas vous laisser là-dessus, j'aimerais vous parler d'un peu de positif pour terminer, et pour rester dans le thème des productions allemandes, j'ai un excellent film à vous recommander. Le film, c'est À l'Ouest, rien de nouveau, sorti le 28 octobre dernier. C'est un film Netflix, et fait assez rare pour être souligné. Eh bien, c'est un très bon film Netflix. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une production allemande. L'histoire est inspirée du livre du même nom, sorti en 1929, et il présente l'intérêt de nous faire vivre l'enfer de la Grande Guerre, mais pour une fois, du point de vue des soldats allemands. J'en ai fait une vidéo entière sur ma chaîne YouTube personnelle, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si ça vous intéresse, mais je vais quand même vous faire un petit résumé ici. On suit un groupe de jeunes Allemands qui s'engagent en 1917, plein d'espoir, les yeux scintillants de patriotisme et l'esprit gorgé de récits héroïques, sauf qu'une fois arrivés sur le front, c'est la désillusion, la faim, la soif, la boue omniprésente, les premiers cadavres, les premiers bombardements, les premiers combats. C'est dur. Visuellement, c'est splendide. En termes d'ambiance aussi, c'est admirable. La bande originale, à la fois simple et oppressante, les acteurs, les scènes de combat, bref, tout ou presque est réussi. Le film est un peu lent par moments, mais ce n'est que pour mieux nous faire ressentir ce que pouvait être l'attente de ces soldats et leur vie quotidienne dans les tranchées, au-delà des batailles. Le contraste est également posé entre... Déjà, il y a beaucoup de scènes de nature, entre le calme de la nature et la dureté des combats, mais aussi entre les hauts dignitaires et les maréchaux qui mènent un train de vie qui est totalement lunaire par rapport à celui des pauvres soldats sur le front. Certaines personnes ont pu dire, j'ai lu ça ici et là, que les poilus dans ce film étaient diabolisés, mais en fait pas du tout, hein, vraiment. Les Français sont l'ennemi, certes, mais ils ne sont pas du tout montrés comme les méchants. C'est simplement l'ennemi. Et au contraire, dans ce film, je les trouve redoutables, et même très stylés, notamment lors de l'offensive avec les chars et les lance-flammes, même si l'utilisation des lance-flammes est très exagérée dans le film et un peu grotesque historiquement pour ce qui est de l'utilisation de ces armes. Les poilus, ce sont des soldats, comme les Allemands, et ils se battent tout comme eux, sans plus trop savoir pourquoi, et ça donne d'ailleurs lieu à des scènes de tension, et à une scène en particulier, à couper le souffle, à la fois pleine de sauvagerie et d'humanité entre un Allemand et un Français, et je vous en dis pas plus. Bref, vraiment un bon film, aussi beau que dramatique, un très bon film de guerre, sans aucun wokisme, sans aucun abus d'aucune sorte sur le plan de l'idéologie. L'histoire est belle, avec ses individualités auxquelles on s'attache. L'histoire au sens large est respectée, l'univers est cohérent, et ça fait plaisir. À la fin, on se surprend même à avoir passé un bon moment devant un film récent, et qui plus est, un film Netflix. C'est devenu tellement rare que ça mérite d'être souligné. Donc voilà ce que j'aurais à vous recommander pour cet épisode de Tueurs en série. Pour ce qui est de Barbare, clairement passez votre chemin, la série a été totalement gangrénée par le wokisme, et c'est bien dommage. Préférez-lui plutôt l'excellent À l'Ouest, rien de nouveau, ça dure 2h30 et vous perdrez beaucoup moins votre temps. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Barbare, mais aussi et surtout du film, à me faire part de vos remarques, de vos commentaires et de vos conseils pour de prochains épisodes. Et moi, je vous dis à bientôt.